Donc j'ai l'honneur de partager avec vous cette thématique d'actualité qui est intitulée la transformation digitale, que j'ai baptisée mutation obligatoire. Mutation obligatoire. Which means we haven't a choice. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller vers la digitalisation, tôt ou tard. Bien. Durant ce modeste exposé, je vais commencer par une petite introduction dans laquelle je vais montrer l'importance de du numérique, on va dire, ou des technologies de l'information dans tous les secteurs de la vie, sans exception. À commencer par l'éducation, la santé, qui est l'objet de discussion de cette journée, le commerce, le gouvernement, le sport et enfin la société. La liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Donc, l'informatique, les technologies d'information sont présentes partout. Bien entendu, on sait maintenant qu'on veut aller vers puisque la thématique c'est la santé, tout le monde sait qu'on veut aller vers une santé digitale, vers une médecine digitale, sens plus large, santé digitale. On est tous convaincus, on est tous conscients. Donc la grande problématique c'est quoi? C'est comment y parvenir, comment aller vers cette santé digitale, d'où le terme transformation digitale. Il s'agit d'une transformation comme toute autre transformation. Bien entendu, cette dernière, la transformation digitale vers la santé numérique, est une opération complexe. Et ça, c'est les académiciens et les grands scientifiques qui l'avouent. C'est une opération très complexe. Et pour faire face à cette complexité, nous avons différentes approches à adopter. On commence par l'approche systémique. Donc, pour traiter cette problématique de santé numérique, il faut avoir une vision holistique, une vision systémique. Considérer le produit qu'on veut obtenir comme lui-même un système. Mais aussi au niveau intra, les composants qu'il y a à l'intérieur, il faut les considérer à leur tour comme des sous-systèmes. Mais aussi le super système dans lequel va s'imbriquer ce nouveau produit, lui aussi, il faut le considérer comme un système. Et quand on dit système, cela veut dire qu'on doit s'intéresser aux interactions avec l'environnement, on doit s'intéresser à la synergie qui existe entre les différents sous-systèmes. C'est très important. Le deuxième point, c'est il faut établir une stratégie de long terme. Il ne s'agit pas de faire une opération ad hoc. Du jour au lendemain, demain on sera dans le numérique. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas une opération ad hoc, étant donné qu'elle est complexe. Et donc, il faut vraiment penser à mettre en place une stratégie, un plan stratégique de longue haleine, de long terme, en utilisant des techniques telles que SWOT. La technique SWOT qui permet de détecter les faiblesses, de montrer les forces, d'identifier les forces, d'identifier les faiblesses, les opportunités, les menaces. Donc, ça c'est une technique parmi d'autres. Donc, il faut vraiment diagnostiquer la situation actuelle et voir est-ce qu'on est capable d'aller vers ce nouveau monde du numérique, de la santé numérique. Troisième point, c'est il faut adopter une approche disciplinée. Et je ne vois pas d'autre qu'une approche disciplinée que l'ingénierie elle-même. Il faut passer par un ensemble d'étapes. Dans chacune de ces dernières, il y a des activités à faire, il y a des inputs, il y a des outputs, il y a des acteurs, des techniques, des outils, etc. Et donc, l'ingénierie est un garant du bon aboutissement d'un tel projet. Et je continue sur ce dernier mot-clé que j'ai utilisé, le terme projet. On ne peut pas imaginer une ingénierie sans une conduite de projet. L'ingénierie va s'occuper du côté technique. Elle va nous montrer scientifiquement comment aller du problème vers la solution en passant par des étapes bien claires, bien précises. Mais cette ingénierie n'est pas suffisante. Il faut l'accompagner par un aspect conduite de projet. Parce que nous avons d'autres contraintes qu'on doit gérer, à savoir la contrainte de coût, de budget et la contrainte de temps, pour ne citer que ces deux-là. Et donc il faut un aspect conduite de projet. Il faut la gérer vraiment comme un projet. Dans la réalité, ou bien dans la pratique, ce terme de santé numérique, il apparaît sous différentes formes. Donc, il est polymorphe, sous différentes formes, sous différents noms. On retrouve parmi d'autres le terme M-Health ou le e-Health.
e-health pour electronic health, m-health for mobile health, cyber health. Donc, tous ces termes-là, on les retrouve dans la réalité et dans la pratique. Mais est-ce que réellement, ils sont, ils transmettent leur sens? Parfois, on les utilise à tort et à travers. On utilise, par exemple, e-health pour dire qu'on enseigne la médecine à distance. Alors que cela n'est pas vrai, il n'est pas juste. Puis, il y a un autre domaine qui s'appelle e-learning et qui est censé être généraliste. On enseigne n'importe quelle matière, n'importe quel domaine. Donc, ça reste toujours e-learning. Que le contenu soit médecine ou économie, ça reste e-learning. Et donc, e-médecine, si on l'utilise à des fins d'enseignement, c'est pas correct. Donc, il faut utiliser plutôt le e-learning dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, etc. Quand on dit m-health, il s'agit bien d'une technologie particulière dans le digital health qui consiste à rendre électronique le contenu et les procédures. Donc, tout simplement à automatiser. Donc, le E fort électronique. Si on veut vraiment mettre en valeur l'aspect distance, il y a le terme télé, le remote, pour dire distance health. C'est des opérations chirurgicales qui se font à distance, des diagnostics qui se font à distance. Et c'est pareil pour les autres domaines. Même dans le e-learning, on a le même problème. Quand on parle parfois de téléenseignement, le e-learning, le digital education, il y a pas mal de termes. Mais chez les académiciens, ils essayent de mettre de l'ordre et de mettre chaque terme avec son sens précis ou bien avec sa définition précise. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que le digital health, maintenant on va s'intéresser à cette fameuse opération de transformation. Transformation, elle est très bien connue chez toutes les disciplines, que ce soit en biologie ou même en mathématiques, dans la théorie des graphes. On s'intéresse à la transformation de quelque chose en quelque chose. Donc ici, l'opération elle est vraiment complexe. Il s'agit de faire une transformation. On peut aussi la qualifier de révolution. C'est carrément passer d'un mode traditionnel de gestion de la santé qu'on vit actuellement vers un monde futuriste qui est celui de la santé digitale. Pour mener à bien une telle opération, il faut se poser les bonnes questions. Et ça, c'est le bon sens. Hein. C'est pas des choses que je ramène de la littérature et tout. C'est le bon sens. C'est des questions de bon sens qu'on se pose dans n'importe quelle opération similaire. Parmi ces questions, nous avons des questions why. Pourquoi? Pourquoi cette transformation? Donc, les motivations. On ne décide pas comme ça de faire la transformation. Soit qu'on est dans une situation de crise avec le système actuel, et je pense que c'est le cas, c'est souvent le cas. Ça peut être aussi juste un glissement vers un niveau supérieur. On veut évoluer. Ça va très bien chez nous, mais on veut aller vers un niveau, on va dire supérieur. Donc on n'est pas dans une situation de crise, mais plutôt dans une situation de perfectionner, se perfectionner, faire mieux. Et c'est légitime. Il peut y avoir aussi d'autres causes. La deuxième question, c'est la question du how. Comment faire cette transformation? Donc il y a des solutions à un niveau macro, comme il y a des solutions au niveau méso et même micro. D'accord? Donc il faut bien gérer ces différents niveaux de solutions. Bien entendu, dans le cadre de cette courte présentation, je vais juste répondre rapidement à ces deux premières questions. Le why et le how. Le pourquoi et le comment. Inch'Allah, si j'arriverai à les faire. Aussi, il y a d'autres questions comme who. Qui sont les acteurs qui sont impliqués dans cette opération de transformation? C'est pas uniquement une affaire de professionnels. Il y a aussi les utilisateurs qui peut-être doivent intervenir en premier lieu. Ok, donc il y a les professionnels, il y a les utilisateurs, les clients, il y a plusieurs partenaires qui rentrent dans cette opération. Il y a le what. Le what qui consiste à définir la matière à digitiser. Quel type d'information je vais digitiser? Donc il s'agit de faire une taxonomie, de déterminer toutes les classes d'informations et de contenu qu'on va numériser. Il y a aussi la question how much? Combien? Comme toute opération, ça va engendrer des coûts, ça va engendrer un budget. Et parmi les coûts, je vais parler juste des deux coûts principaux. Le coût de cette opération elle-même, combien ça va coûter. Mais il y a aussi le coût qu'on paye actuellement avec la non-digitalisation. On est en train de payer des conséquences négatives. Donc le jour où on va digitiser, mais successfully, d'une manière réussie, et bien là, on va réduire certains coûts. Donc là, on peut le considérer comme un bénéfice en lui-même. Ok? La dernière question, c'est le when. When.
When, c'est quand. Quand on va lancer cette opération de transformation. Ce n'est pas évident. Tu es conscient que tu dois faire la transformation, c'est OK. On est d'accord. Mais maintenant, quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut avoir les moyens, il faut se préparer à ça. Donc il y a toute une étude de faisabilité, d'opportunité qu'il faut mener avant. Donc là, on rentre dans la question quand. Commençons par le why. Sorry. Le why nous amène tout simplement à donner les bénéfices qu'on attend de cette digitalisation. Qu'est-ce que ça va nous ramener? C'est ça un petit peu le pourquoi. Donc, si je vais digitaliser, qu'est-ce que je vais gagner en contrepartie? C'est pas facile, ça va demander des efforts humains, des efforts matériels, des efforts financiers. Donc, c'est une opération vraiment complexe, au sens propre du terme. Et donc, c'est légitime de se poser la question, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que je vais gagner? Dans ces bénéfices, je cite tout d'abord, c'est toujours une question d'amélioration. We will improve. Nous allons améliorer différents aspects de la santé. Nous citons parmi d'autres, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, les procédures à l'hôpital, ce qu'on appelle business processes, les processus métiers. Tout ce qui existe dans l'hôpital et dans les secteurs de la santé comme procédure, ça va être allégé, ça va être amélioré. On va gagner du temps, on va faciliter la vie au personnel de santé, aussi bien au personnel de santé qu'aux patients. Le deuxième bénéfice, c'est tout simplement maîtriser les dossiers des patients, les dossiers électroniques des patients. C'est vraiment la pierre angulaire, c'est vraiment la...
Des objectifs très génériques qui veulent dire tout et rien. Okay? Donc il faut que ce soit spécifique. Établir un calendrier. Il ne faut pas lancer les objectifs comme ça, mais il faut établir un calendrier, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et j'en passe. Toujours avec le how, donc la solution pour aller vers cette digital health, cette santé numérique. Nous avons plusieurs technologies qui peuvent concourir. La liste que vous voyez ici n'est pas exhaustive. Donc nous commençons par le mobile development. Le mobile development. Vous savez bien que les applications mobiles maintenant, elles sont utilisées partout. Et plus précisément dans le domaine de la santé. Les applications mobiles dans le domaine de la santé, elles sont très répandues. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a des applications des niveaux. Quand il y a des applications elles sont informatives. Elles essayent tout simplement d'aider le malade à s'informer, à être sensibilisé sur la maladie qu'il a. Là, c'est le cas d'une application qui parcourt de manière scientifique, socioculturelle et interactive tout le processus de recherche sur la maladie du sida. Donc, il y a une application sur le sida qui permet d'attirer l'attention des malades sur les dangers de cette maladie et comment la traiter. Par contre, il y a d'autres applications qui vont au-delà de l'information, qui apportent des conseils dans des situations déterminées. C'est le cas de l'application Universal Doctor Speaker. C'est une application qui joue tout simplement le rôle de Medical Translator. Donc c'est un traducteur automatique entre les médecins et les patients qui ne parlent pas la même langue. Donc là, c'est une application qui va un peu plus loin. Et enfin, il y a des applications qui peuvent aller jusqu'à améliorer la qualité de la vie quotidienne. Là, c'est le cas des patients Allah, qui cohabitent avec leur maladie toute leur vie. Ok? L'application Social Diabetes. Donc, il y a une application qui s'appelle Social Diabetes qui aide au contrôle des diabètes de type 1 et 2, au travers duquel il est possible de calculer les doses d'administration d'insuline. Donc, ça, c'est une application qui rentre de plein dans les soins. Oui, il y a quelqu'un qui me... Oui. Il me reste combien? Ils sont en train de me rappeler à l'ordre ou quoi? Non. Non, pas encore. Ah, tu m'as Vous avez encore une quinzaine de minutes. Merci, tu m'as remonté le montage. La deuxième technologie, c'est les big data. Big data qui est les données massives. Les données massives. Les données massives dans le domaine de la santé, elles sont aussi très utiles. La notion de big data. L'exploitation de ces données permet, entre autres, d'identifier les facteurs de risque des maladies. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas sortir à travers des données sur un seul malade. Mais quand on a des données massives, on peut sortir des résultats pareils. L'aide au diagnostic, l'aide au choix et au suivi de l'efficacité des traitements. Enfin, on peut dire que les décisions de santé publique et même la recherche biomédicale, elles se fondent sur l'exploitation des données massives. Maintenant, tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la médecine ou le biomédical, etc., leur grand souci, c'est d'avoir des données massives sur lesquelles ils peuvent conforter leurs hypothèses ou là, conforter leurs résultats. Il y a aussi le troisième domaine, c'est le domaine du cloud computing.
cloud computing. Le cloud, comment il va aider? Le cloud améliore la collaboration entre le personnel de santé, dans le sens when they can share, ils peuvent partager leurs connaissances, leur contenu sur des serveurs, ok, sur lesquels ils n'investissent pas. Donc le cloud, l'avantage c'est aussi qu'on ne va pas investir ou on ne va pas s'équiper physiquement. Et donc ça revient moins cher. Sur le plan coût, c'est très intéressant. Et donc, avec ces serveurs qui ont une grande capacité de stockage et qui offrent même d'autres services comme software as service, hardware as service, ils peuvent vous aider justement à aller vers cette santé au moindre coût et aller rapidement. Donc les personnels de santé peuvent échanger leurs données à travers le cloud facilement. En plus, ils sont dotés d'une sécurité, pour les clouds professionnels, d'une sécurité très importante. Et là, Madame Isma Amraoui va nous confirmer ça ou infirmer dans sa conférence. Ok, ça pour le cloud. On peut dire que ce type de collaboration permet aux professionnels de santé de trouver des solutions rapides grâce à la puissance du cerveau collectif. On parle de cerveau collectif. Le fait que tout le monde réfléchisse ensemble et les uns avec les autres. L'autre technologie, c'est l'IoT. L'IoT, Internet of Things. Internet of Things, qui est une extension du concept objet qu'on connaît déjà, le Object Oriented. Quand on parle du Internet of Things, on sort dans la réalité, on sort en dehors du micro. Et là, on a affaire carrément aux objets du réel, du monde réel qui nous entoure. Et ces objets-là deviennent connectés. Et dans le domaine de la santé, vous connaissez le terme wearables, donc les devices que les patients portent sur eux et qui permettent de les contrôler, d'avoir leurs différents indices ou la paramètres de santé, la température, la tension, et je m'arrête là parce que je ne connais rien dans ce monde-là. Donc, mis à part la température ou la tension et quelques autres éléments. Okay? Mais les médecins sont là pour imaginer les autres indicateurs que ces capteurs peuvent justement avoir et qui peuvent mettre à la disposition des spécialistes et des professionnels pour faire les bons diagnostics et les bonnes décisions. Le domaine de l'IoT dans la santé, il s'intéresse même aux vêtements médicaux. Il y a ce nouveau concept de vêtements médicaux. Okay? Je pense que dans notre fac de technologie, il y a quelques années, il y avait un chercheur qui a proposé carrément des habits spéciaux pour les patients. Okay? Peut-être après, notre doyen de technologie peut nous en dire plus, ou ses collaborateurs de GBM. Voilà, donc aux vêtements médicaux, à la surveillance des patients, ou bien encore à l'accès aux soins. Donc, à travers ces devices, l'avantage, c'est que le médecin, il a la main sur le patient, il peut le contrôler en temps réel et à tout moment. Okay? Pour certains malades, pour certaines maladies. Pour la robotique, ou les robots, là, tout le monde sait l'utilité des robots dans notre vie quotidienne, à commencer par le domestique. Dans nos foyers, il y a des gens qui commencent déjà à s'en servir, à avoir des robots domestiques, et les femmes notamment sont très contentes sur cet aspect-là. Dans le domaine de la santé, la problématique est encore plus accrue. Donc, les robots sont plus qu'utiles dans le domaine de la santé, notamment pour la sensibilité de certaines tâches et leur gravité. On n'a qu'à prendre le truc, le nettoyage, les salles de soins, certaines maladies infectieuses. Et là, les robots peuvent jouer sur ce domaine pour justement remplacer l'homme dans ce type de tâches. Mais il n'y a pas que ça. Il y a même les robots docteurs en Chine. Il y a des robots qui sont arrivés à faire des opérations chirurgicales. Et là, je commence à m'inquiéter sérieusement pour nos collègues chirurgiens, pour l'avenir bien. Mais on dit que c'est pas des concurrents, mais ça va encore compléter. C'est-à-dire que les chirurgiens maintenant, ils doivent aller plus loin encore. Okay? Le robot, il peut prendre peut-être des opérations simples ou moyennes. Les humains doivent faire preuve de plus de génie pour aller encore plus loin. Les micros, les robots, c'est un muhaffis akthar. Okay? Donc, c'est une opportunité d'aller encore plus loin et de se consacrer à des tâches plus nobles et plus ingénieuses. Donc ça, c'est pour la robotique. Il y a aussi le domaine de la simulation numérique ou de la simulation logicielle. Là aussi, elle est d'un grand apport dans le domaine de la santé numérique, surtout dans le domaine de la formation, de l'enseignement. Maintenant, avec les capacités limitées de nos hôpitaux, etc., on n'a plus les moyens d'assurer à nos étudiants, qui sont maintenant très importants en effectifs, etc., de leur permettre d'accéder à l'hôpital, aux différents services, de voir réellement comment les actes se passent. Et même s'ils ont cette occasion de les voir, ils ne peuvent pas les voir autant de fois qu'ils veulent et qu'ils le désirent. Et donc, sur cet aspect-là, la simulation dépasse de loin les moyens classiques. Et pour cette histoire de simulation,
cette histoire de simulation, on peut voir aussi différents niveaux, à commencer par la consultation virtuelle. Donc il y a des logiciels qui permettent à un apprenant ou à un apprenant dans le domaine de la santé, à un étudiant en médecine, d'apprendre comment faire une consultation virtuelle. Et avec un malade qui se présente, les questions qu'il doit lui poser, il y a un tutoriel qui permet de le guider dans cette consultation virtuelle. Deuxième type, il y a les simulateurs d'environnement 3D qui vous donnent carrément un hôpital en 3D et les étudiants peuvent se balader à l'intérieur de cet hôpital pour voir quels sont les services qu'ils doivent consulter pour traiter certaines maladies ou pour prendre en charge un certain patient, quel est l'ordre de ces services, commencer par quel service, aller après dans quel service, etc. Et en troisième lieu, on parle de la réalité virtuelle augmentée, voire mythique. Là, c'est tout simplement science-fiction et je vous laisse imaginer le reste. C'est carrément c'est à l'aide d'un casque et de manettes, l'apprenant il trouve Alam Thani. Donc il peut s'imaginer réellement dans un hôpital, mais bien sûr avec le risque c'est-à-dire à un moment donné, à force de vivre dans ces réalités virtuelles, peut-être qu'on va oublier qu'on est dans notre monde réel. Et l'autre technologie, c'est l'artificial intelligence, more particularly machine learning, deep learning, etc. Là, كما يقولوا هي في غنى عن تعريف artificial intelligence, c'est vraiment le sujet d'actualité actuellement et vous le voyez, c'est dans tous les pays, dans notre pays particulièrement et à tous les niveaux. Tout le monde en parle. C'est l'intelligence artificielle. وإذا فتحنا la parenthèse de ChatGPT, les gars sont là juste pour vous dire que ça devient vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Ok? Maintenant, c'est une réalité qu'il faut gérer, il faut faire avec. Encore une fois, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire que s'il y a un chat GPT qui nous fait peur, il faut le voir comme hafiz, que ce chat GPT va nous décharger des tâches, à rechercher l'information, même préparer un truc, etc. On peut carrément le demander à chat GPT, mais c'est pas pour rester les bras croisés. C'est pour viser un autre niveau de qualité, aller encore plus loin, montrer cette empreinte humaine. Si c'est à la machine. Il y a toute la barre. Maintenant, à vous, en tant qu'humain, tenez la barre. La fois que ChatGPT, il faut apporter la couche qui est au-dessus. Et là, c'est un grand point d'interrogation et c'est un chantier justement à discuter. Enfin, donc il y a l'ICM, et c'est l'objet de cette conférence, Enterprise Content Management. Quand je dis Enterprise, c'est d'une manière générale, c'est toutes les institutions. Donc l'ICM, c'est tout simplement, elle est au centre de toutes ces technologies. C'est comment, justement, gérer, qui m'a fait mon ami et mon collègue professeur Melki Yahya, c'est vraiment le workflow. À l'intérieur, l'information, là où elle est née, là où elle circule, on doit la capter, on doit la maîtriser. Et donc c'est une action transversale avec tout le reste. Toutes les technologies que j'ai évoquées, on peut les considérer comme des providers d'informations à cette digitalisation, à cette grande base de contenu, mais aussi de grands consommateurs de la même base. Et donc l'ICM, ça se trouve vraiment au centre. Ça permet de coordonner toutes les actions. Et si on va jusqu'à la marier avec le BPM, le Business Process Management, là on a maîtrisé le monde d'une manière complète. D'une part, on a les processus métiers qu'on maîtrise, on sait chaque processus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il offre, et d'autre part, le contenu qui passe d'un process à un autre. Et bien, si on maîtrise les deux, la convergence des deux nous permet de dire que nous avons atteint la digitalisation avec une grande proportion. Voilà. Comme je l'ai dit, donc ICM, il est vraiment au centre de toutes ces technologies. Et ICM, donc, c'est des suites qui se vendent. Donc, il y a des logiciels maintenant qui existent déjà, ICM. Certains, c'est des anciens logiciels, le workflow, c'est des groupware anciens qu'on a essayé de réadapter pour faire du ICM. Mais sinon, il y a aussi de grandes firmes, comme IBM, etc., qui sont en train de mettre en place carrément des ICM à zéro. Et là, on a des ICM, donc c'est une suite d'outils qui comprend entre autres la gestion des entrées, la gestion des sorties, la gestion des emails, les case management, la gestion des cas, notamment dans le domaine de la santé, le digital asset management, la gestion au sol qui met les atouts, c'est-à-dire que parfois quand il y a des actes chirurgicaux ou des actes médicaux qui sont très bien réussis, il ne faut pas passer comme ça, il faut les capitaliser.
C'est-à-dire, il y a les bons pratiques, ce qu'on appelle les bons pratiques, best practices. Donc, on peut les capitaliser et les mettre à la disposition des autres professionnels ou des nouveaux professionnels. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion d'âme. Donc, Digital Asset Management. Record Management, ça, c'est tout simplement les dossiers de patients. Le Web Content Management, maintenant, avec l'interconnexion des différents personnels de santé, des différentes institutions de santé, il y a le web sert justement de buffer entre, ou là, d'interconnexion entre ces différents acteurs. Donc, comme vous le voyez, ITM, il permet de monter d'un cran sur la couche système d'information qu'on a l'habitude de manipuler. Quand on dit système d'information, ça c'est, on doit faire une cause. C'est-à-dire que normalement, pour aller vers le ITM, on est supposé déjà maîtriser le niveau système d'information. On doit d'abord avoir des applications qui tournent, automatisées, qui marchent. Maintenant, quand on va au niveau ITM, cela veut dire qu'on va intégrer encore d'autres connaissances. Imaginez. Je prends juste un petit exemple. Quand on est dans un hôpital, et qu'il y a un petit incident qui se vient à l'hôpital ou à Ma'aktara, généralement, on entend dire le ministère ou la tutelle a délégué une commission à Alger ou à et ils descendent dans cet hôtel, dans cet hôpital, pour faire l'investigation nécessaire pour mettre les responsabilités qui est derrière cet incident. Et là, ils ne savent pas par quoi commencer. Parfois, ça prend des mois ou des jours, des semaines ou là, juste pour comprendre, laisse le problème là. C'est la faute au médecin, aux agents de sécurité, ou je ne sais pas quoi d'autre. Maintenant, avec les ITM, quand on va investir et avoir ces suites numériques qui sont installées, les systèmes qui marchent, en principe, on peut répondre à une requête. Pareil, on intègre. Parce que les différents systèmes, si, comme avant, on avait juste le système d'information avec sa fameuse base de données, on a juste un système classique qui peut interroger à la limite, on teste de malade, etc. Il peut vous répondre. C'est ça? Mais, oui. Merci. 5 petites minutes, pas plus. Très bien, très bien. Ça tire vers ça. Merci. Pour les, comment on appelle ça? Pour les autres informations, qui mettent les emails, les échanges d'informations, les échanges d'emails entre les médecins au sujet de ce patient, on ne peut pas les capter. Ils sont dans une boîte de messagerie à part. Maintenant, si on joint les messages, le contenu, ça part d'un patient avec les données du patient dans la base de données, le tout est intégré. On parle d'une intégration avec les différents types de connaissances. Sans parler des autres business, des autres processus métiers, sans parler des connaissances, sans parler des documents qu'on a obtenus ici et là dans l'hôpital. Voilà. Vous voyez que je me rapproche de la conclusion, c'est juste pour me rassurer. Pour le support, à toute solution, quand on a une solution, il faut toujours penser à son support. Il reste toujours dans la vision future. On a la solution, mais il faut lui donner son support. Un support à la solution, c'est une partie de la solution. Mais généralement, dans les pays du tiers-monde, on a toujours hâte à terminer. On donne la solution, mais sans le support. Le support, c'est toute la formation, la sensibilisation qui accompagne cette solution. C'est vraiment des hypothèses qu'on suppose. Et les mécanismes, il faut les assurer. Donc là, parmi les supports, je me suis contenté de 3 supports importants. Health Data Education. Le malade, il est au centre de ça. Le malade, il n'est pas prêt à vous donner son information gratuitement. Pas parce qu'il est égoïste ou là, qu'il pense à s'enrichir sur cette question-là. Non, c'est parce qu'il a peur. Il ne veut pas que sa privacy, il ne veut pas que ses données soient à la disposition de tout le monde. Il a peur. Donc, on doit l'assurer, on doit le rassurer que ces données, il va avoir une contrepartie pour ça, mais aussi qu'elles vont être anonymes, qu'elles vont être anonymisées. Elles vont être neutralisées. Son nom n'apparaît pas. Et que ces données-là vont aider beaucoup dans la transformation digitale. Le deuxième volet, c'est les médecins, nos chers médecins, qui doivent se préparer au nouveau métier d'ingénieur de santé. Les médecins doivent avoir des formations spécifiques, ad hoc, complémentaires, qui leur permettent de maîtriser les outils de la digitalisation, les nouveaux outils de soins. Aussi, un dernier point que je suggère, c'est la COP of Digital Health, Community of Practice in Digital Health. Comme c'est une nouvelle opération et très complexe, il faut penser à créer carrément une communauté, et cette communauté, c'est tous les gens, pas forcément des médecins ou des informaticiens, c'est tout le monde, c'est interdisciplinaire. La seule chose qui les joint, qui est mushtaraka lihum, which is common, il y a transformation digitale. C'est des gens qui travaillent dans la transformation digitale. Et là, on peut dire que ça, c'est un complément à la première formation. Les médecins qui ont reçu une formation verticale pour devenir des ingénieurs de santé, là, il s'agit d'un apprentissage horizontal. C'est les experts et les acteurs de la transformation digitale qui vont s'apprendre mutuellement. Et ça, c'est légitime. Et donc, les communities of practice, les COP, commencent à émerger dans le monde entier et dans différentes disciplines. L'ingénierie, le management et autres domaines.
Entre autres, donc il faut bien sûr penser à la santé. Voilà, et j'arrive à la Conclusion. conclusion. Voilà, conclusion, donc j'en ai pour une minute et demie. Voilà, donc pour la conclusion, je vais dire juste qu'une opération pareille, elle est aussi accompagnée de risques. Parmi ces risques, il y a le fameux phénomène de résistance au changement, la résistance au changement. Les gens, notamment les gens qui n'utilisent pas les outils numériques, allez, je m'excuse les anciens médecins, les ados, ils vont mettre main et pied pour freiner un tel processus. Et donc il faut les comprendre. Et il faut généraliser pour le personnel de santé d'une manière générale. Par contre, les jeunes, ils ont tendance à favoriser une telle transformation. Il y a aussi le deuxième handicap, c'est la législation. Parfois, c'est la législation qui nous bloque, donc ça devient politique. Il faut que les décideurs de ce pays, les grands politiciens, c'est eux qui doivent justement revoir la législation pour la rendre un peu souple, pour permettre une telle transformation. Et un dernier point, il y a le problème de compétence, c'est-à-dire, ou plutôt d'incompétence. Là, il faut vraiment tout simplement frapper à la bonne porte. Quand on veut faire cette transformation, il faut vraiment faire appel aux spécialistes. Mais qui dit spécialiste, il y a beaucoup de faux qui sont intégrés à l'intérieur de ces spécialistes. Quand des gens lui numérisation, j'ai les outils. Il sait qu'il y a des outils, il va les acheter, il va te les installer, mais sans le sens à la solution au sens propre du terme. Voilà. The last slide, the last slide. Je sais pas s'il me reste encore quelques secondes juste pour ce dernier slide. Très bien. Voilà. On est on est de la même faculté. Voilà. Merci, monsieur le doyen. Donc, pour les recommandations, donc, à la fin, je dis que pour un projet pareil de transformation digitale, je tiens juste à rappeler les différents conseils que je donne, ou les orientations. Il faut une approche systémique ou la holistique. Un deuxième truc, c'est l'interopérabilité. Il faut éviter les solutions dédiées ou la propriétaire. Il faut aller vers des solutions interopérables pour permettre aux institutions après de se connecter les unes aux autres. Troisième recommandation, c'est la gestion de projet, la dimension gestion de projet. Il faut vraiment que ça doit se faire dans le cadre d'une gestion de projet et ça c'est trivial. Le modèle incrémental. Vous savez que les utilisateurs sont très impatients de voir les résultats. Et donc il ne faut pas leur dire qu'on a démarré le projet et dans 3 ans, ou dans 2 ans, même 1 an pour vous donner les résultats. Il faut qui m'a parlé que l'appétit vient en mangeant. Il faut leur permettre de voir les résultats de manière incrémentale. À chaque fois, il y a un petit module qui est terminé, mais qui est livrable et qui est autonome. Voilà. Le truc, plutôt avant le c'est l'ingénierie qui est une approche cyclienne. Donc, j'insiste sur ça. Ça doit se faire dans le cadre d'une ingénierie. Et enfin, il faut que ce soit une approche participante qui permet justement aux utilisateurs, donc il ne faut pas leur rendre le projet comme une boîte noire et à la fin vous leur donnez le résultat. Il faut les considérer comme des acteurs à part entière qui doivent s'impliquer dans ce projet et vous allez voir qu'ils sont très utiles et parfois ils deviennent vraiment, avec une nouvelle casquette, ils vont vous être plus utiles que vos confrères et vos collègues. Je m'excuse là et je vous remercie pour m'avoir prêté attention. Merci.